Avant de commencer, un petit tuto pour mieux apprécier la vidéo. Donc vous pouvez mettre pause et faire lecture, mais vous pouvez aussi modifier la vitesse de la vidéo. Si vous pensez que je vais trop vite, vous pouvez ralentir le débit. Si cela ne va pas assez vite, vous pouvez augmenter le débit. Ensuite, si vous voulez couper la lecture en plusieurs fois parce que vous trouvez la vidéo trop longue, il y a un chapitrage qui est présent dans la présentation de la vidéo. Donc vous pouvez directement aller au chapitre sur lequel vous vous êtes arrêté. De temps en temps, il y a des compléments d'information. C'est quand il y a le logo I, donc le logo information, qui apparaît en haut à droite de l'écran. Vous pouvez cliquer dessus et le mettre dans un autre onglet en attendant de finir la vidéo. Ou vous pouvez mettre pause et aller regarder l'autre vidéo également. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans un point lecture en philosophie. Avant tout, je voulais partager une citation de Gilles Delannoy dans Éloge de la prudence et qui fait office de profession de foi. Les questions sans réponse se caractérisent presque toujours par l'infinité des réponses qu'on leur a données. Presque tous s'acharnent à défendre leurs réponses. Des hommes s'entêtent de leurs certitudes. Elles leur servent de bouée ou de marteau. Or, s'il y a un principe universel, il est seulement dans la sagesse. C'est la juste mesure et ce n'est pas de l'eau tiède. Le livre qui nous intéresse, c'est L'invitation à la philosophie d'Aristote, l'un des noms que l'on donne au protreptique. L'édition que je propose dans la vidéo, c'est l'édition 1001 nuits avec la traduction proposée par Jacques Follon. Il y en a d'autres qui sont disponibles gratuitement sur internet avec les mots-clés. J'en mets un dans la description. Je vous propose 4 parties. La première, critique et divagation. On va y voir les inspirations et le projet d'Aristote quant à l'accès à l'instruction et à l'éthique. Ce n'est pas une étude du texte, mais une présentation ou une introduction au texte. J'ai aussi envie de faire un parallèle entre Aristote et un philosophe plus proche de nous qui est Voltaire. Dans un deuxième moment, l'éthique en question. Je vais vous expliquer en quoi l'éthique dans cette œuvre est un intellectualisme. Ensuite, nous discuterons 4 extraits. Et enfin, nous conclurons. Je vais faire un petit retour sur la première partie et nous verrons le lien entre ce texte, Pythagore, Platon et le vieux Aristote, c'est-à-dire la période des écrits qu'Aristote a produits plus tardivement. Le protreptique est l'un de ses tout premiers textes. Première partie, critique et divagation, l'inspiration, le public et l'accès à l'instruction. Je vais commencer par définir ce qu'est un protreptique. Ce n'est pas un titre choisi par Aristote. Le protreptique est un genre littéraire et un exercice courant dans la Grèce antique. Il se construit sur le mode de l'oralité. Il s'agit surtout de leçons de morale à destination d'un certain public. C'est donc un texte du jeune Aristote. Il était encore étudiant, en 353 avant Jésus-Christ. Cela date de l'Académie alors dirigée par Platon. À cette période, Aristote reprenait encore les thèses de ses professeurs. C'est pour cela que l'on peut faire les liens entre Aristote et Platon. Il y a encore dans ce texte l'idée d'une sagesse liée à l'étude et à la recherche. Ce n'est pas encore une sagesse d'ordre moral, comme il est question dans l'éthique à Nicomaque. Dans le protreptique, il n'y a pas encore la distinction entre la phronésis, qui est la sagesse éthique ou morale, et la sophia, qui est la sagesse en tant que savoir ou science. Cela provient de Platon, pour qui la sagesse morale est empreinte de divinité et d'idéalisme. C'est de la contemplation. Si nous ne philosophons pas, nous ne pouvons pas atteindre la vérité, et donc nous ne pouvons pas savoir comment bien agir. La sagesse morale, en tant que phronésis, n'est pas accessible à tout le monde. Cela exclut alors toute la société, toute la masse des hommes. Le protreptique est un texte assez dogmatique. La vérité est là. Elle est posée et immuable. C'est la différence entre le jeune et le vieux Aristote. Dans l'éthique à Nicomaque, son propos sera bien plus nuancé pour inclure tout le peuple grec et plus seulement les grands intellectuels, les riches et les autres philosophes. La masse n'est pas intégrée parce que, comme le pensait la tradition philosophique grecque, l'homme a une partie irrationnelle qui s'y manifeste. Le démos ne répondrait qu'à ses passions. Aristote ne s'intéresse pas à la masse parce qu'elle ne naît pas avec la capacité d'évoluer moralement. Selon lui, le peuple ne peut pas assimiler ce qu'il dévoile dans ses textes. Ainsi, Aristote, comme la majorité des philosophes grecs, s'adresse qu'aux riches intellectuels et à ses élèves issus des hautes sphères socio-économiques, ceux qui auront un rôle politique ou intellectuel. Le texte de l'invitation à la philosophie s'adresse à un roi. Il n'y a personne, Témison,
qui ait plus de bien que toi pour philosopher. Thémison est un roi originaire de Chypre, mais nous n'en avons aucune trace, pas d'information. Comme le protreptique était un exercice scolaire, il est possible que ce roi, bien que situé géographiquement, n'ait pas existé. Ainsi, ce qui manque dans le texte, c'est le démos, complètement exclu, mais aussi et surtout le bonheur. Il n'est pas encore le but de l'existence pour Aristote. L'objectif de l'éthique, c'est la science, une sagesse en tant que sophia, c'est-à-dire en tant que vérité. L'action se fait selon la droite règle. Attention, il ne faut pas penser que le bonheur, dans ce texte, serait inutile. Aristote fait du bonheur quelque chose qui n'est pas une finalité de l'homme, qui lui doit atteindre la connaissance ou la vérité. Le bonheur est quelque chose qui s'ajoute. Le mieux pour Aristote, c'est d'être heureux en atteignant la vérité. Quel lien avec Voltaire ? Je veux en parler pour la simple raison que l'on se fait des représentations idéalisées des philosophes et des figures que l'on étudie couramment. On pense que les philosophes s'intéressent de manière indifférente à toute la population, à tous les hommes. C'est en partie vrai pour Aristote. Ces philosophes écrivent de beaux textes qui donnent l'impression que tout le monde peut appréhender la sagesse. C'est vrai qu'il y a des écrits qui vont en ce sens, mais d'autres font part d'un mépris à l'égard des non-philosophes. Je veux évoquer Voltaire, philosophe des Lumières, souvent cité, souvent sollicité, souvent lu et considéré accessible, dont on pense qu'il luttait contre l'obscurantisme, contre toute cette démarche qui fait croire au peuple qu'il ne peut pas savoir pour acquérir de l'autonomie. Il s'agissait de lutter contre l'omnipotence du roi et de la religion. Mais je veux en revenir à l'idée d'éducation. On peut réfléchir sur cette citation en lien avec le mépris de la masse, du démos, qui est présent dans le protreptique d'Aristote. Voltaire, dans sa correspondance du 17 avril 1765, va écrire « Le peuple est semblable à des bœufs, à qui il faut un joug, un aiguillon et une botte de foin. Il est inutile de lui donner l'instruction. Il en est indigne. » De manière contemporaine, on peut penser que ce n'est pas très éthique. On exclut une partie de l'humanité. On ne donne pas de recette du bonheur et on ne donne pas de solution à ceux qui ne sont pas nobles. Comme si l'éthique n'était qu'une affaire d'instruction et d'intellectualisme. Nous en arrivons à notre deuxième partie, l'éthique, l'intellectualisme du protreptique. Je vais commencer par une définition de ce que l'on entend par éthique. Le mot vient du terme grec ethos. C'est un générique qui désigne la façon d'être des individus. Cela s'étend aux mœurs qui nous permet de penser la morale, c'est-à-dire ce qui est lié au bien et au mal, à ce qu'il faut faire ou ne pas faire. L'éthique est plus large, elle comprend toutes les postures de l'homme et tout ce qu'il peut être. Venons-en au cœur du sujet, à l'intellectualisme présent dans le protreptique. Qu'est-ce que l'intellectualisme ? C'est l'idée que toutes les vertus éthiques, que toutes les actions de l'homme sont rationnelles. Ainsi, tout peut être issu d'une science. L'intellectualisme nous fait dire que l'éthique est une science. Cette vision a un opposé que l'on retrouve dans l'éthique à Nicomaque, qui est le sentimentalisme. Ce n'est pas être fleur bleue et parler de sentiments, c'est une interprétation intuitive, c'est-à-dire qui ne se fonde pas sur une science rationnelle. Selon cette voie, l'éthique repose en partie sur l'irrationnel. L'âme aurait une partie rationnelle et une partie qui nous permet de désirer, d'éprouver des envies. Ces envies donneraient une impulsion à l'action. C'est par exemple la colère. Le sentimentalisme n'est pas présent dans le protreptique. Ici, pour Aristote, si nous ne philosophons pas, on ne peut pas atteindre le vrai et on ne peut pas agir. Réfléchissons à ceci. Ce dont on dispose pour vivre, le corps et ses outils, sert d'instrument, et son usage est plein de dangers. Il en ressort beaucoup d'effets inattendus, si on en use autrement qu'il le faut. Si donc on doit désirer les posséder, on doit quand même acquérir la science d'en user correctement. Il faut donc philosopher, si on se propose de gouverner les gens correctement et de vivre sa propre vie efficacement. Il y a un processus scientifique en jeu. D'après Aristote, si nous ne possédons pas la science à ce moment-là, il ne nous est pas possible de savoir comment agir, surtout en tant que gouvernant. Nous ne savons pas ce qui est bon ou efficace. Il faut donc apprendre à philosopher. La philosophie est cette discipline reine. Ce n'est pas remis en question dans ce texte. Cela signifie que la philosophie, la sagesse et la bonne action ne sont pas accessibles à tout le monde. Seule la raison détiendrait le jugement droit. Maintenant, en effet, c'est là ce qui, par nature, se réalise en tout dernier lieu chez l'homme.
Aussi est-ce le seul bien que le vieil âge se réserve. La sagesse constitue donc notre fin naturelle, et la pratiquer est la dernière activité pour laquelle nous sommes venus à l'existence. C'est évidemment pour pratiquer la sagesse que nous sommes venus à exister, et nous avons l'être pour acquérir la connaissance. Voilà bien la fin de notre existence. Pour Aristote, il s'agit de voir comment bien nous gouverner, comment gouverner notre corps, comment l'utiliser, comment utiliser nos outils et notre raison. L'unique objectif de l'homme, c'est la sagesse en tant que connaissance, ce qui peut paraître violent. Le bonheur est exclu, ainsi que toute morale. L'enfant ne peut pas être heureux, de même pour l'esclave qui n'a qu'une vie de service. Il n'a pas de temps pour développer son esprit. Il ne peut pas philosopher. Il s'agit également de nous faire comprendre que la sagesse s'acquiert. C'est à cela que l'on reconnaît que le protreptique est un texte de philosophie pratique et d'éthique. Il y a des recommandations pour nous guider dans l'action. Aristote l'écrit explicitement. Si la philosophie est utile, éventuellement, c'est pour autant qu'elle inclut d'agir bien ou y aide. Aristote est un penseur de l'habitude. On peut employer aussi le terme de disposition. Cela traduit le terme grec exis. À comparer maintenant habitus à habitus, aucun ne se préfère à la sagesse qui couronne notre puissance la plus propre, notre partie cognitive, tant en elle-même qu'en relation aux autres, l'emporte sur tout le reste de l'âme, et son excellence réside dans la science. Il faut acquérir une manière d'être qui est d'user de notre raison. Elle excelle dans tous les domaines et est infaillible. Malgré notre partie irrationnelle, la raison est une force. Elle nous donne les bonnes habitudes et nous dit ce que nous avons à faire, ce qui est juste et ce qui est vrai. Voilà le principal à propos de l'intellectualisme. La sagesse est ce que l'homme doit atteindre et compose notre lien au divin. L'intelligence, c'est le Dieu demeurant en nous, a dit Hermotime ou Anaxagore. Et encore, le mortel, en ce qu'il a d'éternel, possède quelque chose du Dieu. Ceci étant, on doit ou bien pratiquer la philosophie, ou bien faire ses adieux à la vie et s'en aller, parce que manifestement, tout le reste n'est que bavardage et frivolité. L'homme participe au divin par son intelligence, par sa raison. C'est une thèse que l'on retient de Platon. La philosophie est l'activité la plus haute par définition. C'est ce qui nous rapproche de la perfection. Ce qui est parfait est divin. Mais les dieux ne font pas d'activité. Ils ne sont dépendants de rien. Ce sont des êtres immobiles. Platon puis Aristote défendront cette thèse et ils diront que les dieux ne font rien parce qu'ils pensent. L'homme qui philosophe exerce ce qu'il y a de divin en lui. Nous en venons à notre troisième partie, entre réflexion, vie et passion. 4 extraits. Nous allons ici dans le cœur du texte, et j'ai choisi de conserver un ordre linéaire. Notre premier extrait se situe page 16-17 de l'édition présentée en début de vidéo. Ainsi, de toute chose, l'accomplissement est toujours meilleur que la chose même, car toutes les choses engendrées sont engendrées en vue de leur accomplissement, et le but visé est meilleur, et même, de toute chose, c'est la meilleure. D'autre part, l'accomplissement naturel est ce qui s'accomplit naturellement en dernier lieu dans l'ordre de la genèse, quand la genèse s'effectue continuellement. Aussi est-ce d'abord ce qui relève du corps humain qui arrive à l'accomplissement, puis c'est ce qui relève de l'âme. C'est-à-dire que l'accomplissement du meilleur vient toujours, en quelque sorte, au terme de la genèse. Donc l'âme vient après le corps, et ce qui, parmi les qualités de l'âme, vient en dernier lieu, est la sagesse. Car nous voyons que c'est naturellement la dernière chose à être engendrée chez les hommes. Et c'est pourquoi la vieillesse fait valoir ses droits sur ce seul bien. C'est donc une certaine sagesse qui est, conformément à la nature, notre accomplissement. Et exercer la sagesse est le but ultime pour lequel nous avons été engendrés. Par conséquent, si nous avons été engendrés, il est clair que nous existons aussi en vue d'exercer la sagesse et de nous instruire. Parmi ce qui existe, qu'est donc ce pourquoi la nature et la divinité nous ont engendrés? Interrogé là-dessus, Pythagore répondit pour contempler le ciel, et lui-même déclarait être un contemplateur de la nature et être venu à la vie en vue de cela. La première phrase, ainsi, de toute chose, l'accomplissement est toujours meilleur que la chose même, car toutes les choses engendrées sont engendrées en vue de leur accomplissement, signifie que si on fait quelque chose, c'est pour l'utiliser. Si on fait une arme, c'est pour l'utiliser. Si nous avons une âme, c'est pour l'utiliser. On a en partie la thèse finaliste. Le finalisme, c'est l'idée que quand le monde a été créé par les divinités, ce qui est déclaré dans le protreptique, les choses créées l'ont été dans un but précis. Toutes les choses interagissent et forment un système. Par exemple, cette thèse dira que s'il y a du blé, c'est parce qu'il pleut, et que s'il pleut, c'est pour faire pousser le blé qui existe pour notre alimentation.
L'accomplissement naturel est ce qui s'accomplit naturellement en dernier lieu dans l'ordre de la Genèse. Aristote fait une démonstration logique. Quand la nature commence quelque chose, c'est imparfait, et il n'y a pas grand-chose à faire. C'est à la fin du processus que l'on pense la finalité de l'objet de la nature. Dans le terme de genèse, de commencement ou de naissance, il y a l'idée de généalogie, qui pense un début et une fin, un aboutissement. On peut prendre l'image de la naissance. Un bébé est imparfait, il a un corps qu'il n'utilise pas. Pour toutes les choses engendrées, fabriquées, c'est la même chose. Il y a une progression dans le texte. Le corps est d'abord créé. La matière arrive en premier. C'est ensuite que la matière est animée. Dans ce processus d'animation, il y a quelque chose d'autre que la matière, une autre force que l'on appelle l'âme. Pour Aristote, tout être vivant a une âme, que ce soit les plantes, les animaux, ou les hommes. L'homme va développer ses capacités selon le corps, selon la matière et selon la finalité de la matière. Ainsi, la plante aura une âme adaptée à son être. Elle ne peut pas bouger, ne peut pas penser, etc. Son âme consiste en des facultés de nutrition et de croissance. Nous sommes un peu sortis du texte, mais il s'agit de comprendre ce processus et la genèse dont il est question. Aristote développe ces caractéristiques dans les traités de l'âme, que l'on appelle aussi le De Anima. Aristote poursuit en pensant que les dernières choses engendrées chez l'homme sont les diverses qualités de l'âme. Ce qui vient en dernier, c'est la sagesse. Mais que ce soit la dernière chose à advenir ne signifie pas que l'homme, lorsqu'il naît, a toutes les facultés d'un coup. La sagesse se développe avec le temps, avec l'éducation et l'âge. Mais pas seulement. Pour Aristote, c'est aussi une qualité naturelle. Il y a des hommes aptes à développer la sagesse, d'autres non. Étant donné que la sagesse est la dernière chose à advenir en l'homme, elle va être son accomplissement. Un homme est un homme que s'il use de sa raison. C'est aussi pour cela que ce sont les personnes les plus âgées qui sont les plus sages. Un enfant ne peut pas être sage ou ne peut pas philosopher. Et ne parlons pas des esclaves. C'est ici que nous devons faire attention à la phrase « Si nous avons été engendrés, il est clair que nous existons aussi en vue d'exercer la sagesse et de nous instruire. » Dans notre idée, oui, tout homme pourrait avoir accès à cela. Mais ici, Aristote est dans un exercice académique et ne va s'adresser qu'à ses semblables et à des nobles. Ce sont la nature et les divinités qui nous ont engendrés ainsi, qui ont également engendré les disparités entre les hommes. C'est cette pensée qui va légitimer le régime politique en Grèce à l'époque. Il y a des hommes qui sont aptes à philosopher, il y a des nobles, il y a des enfants à instruire, et il y a des esclaves qui n'ont pas les mêmes capacités que les autres. Aristote va évoluer et changer de pensée au fur et à mesure des années et de ses écrits. Il va formuler sa thèse autrement. Il a parlé jusque-là de la sagesse, mais il va intégrer la notion de contemplation. Parmi ce qui existe, qu'est-ce donc ce pourquoi la nature et la divinité nous ont engendrés? Interrogé là-dessus, Pythagore répondit « pour contempler le ciel ». Attention, il n'y a pas de synonymie entre la sagesse et la contemplation. La contemplation est une activité, la sagesse va être une faculté, c'est-à-dire la possibilité pour l'homme de faire quelque chose. La contemplation, c'est l'activité pour atteindre la sagesse. Pythagore a donc déclaré que nous avons été engendrés pour contempler le ciel. Le ciel, c'est la sagesse. La sagesse, c'est le savoir. Le savoir participe du divin, et le divin est dans le ciel. Tout ce que l'homme peut faire, c'est regarder le ciel et s'en inspirer. Il ne s'agit pas d'être engendré par la divinité pour seulement contempler le ciel. Il faut aussi être contemplateur de la nature. Cela fait partie de l'idée de cosmos, le concept qui désigne l'harmonie. Tout ce qui est en lien à la sagesse est issu d'un processus qui paraît logique. Ce qui est engendré va s'accomplir. C'est du bon sens. Le texte nous dit que la sagesse est une science ou une connaissance. La science est un processus logique. Une chose est achevée ou accomplie quand elle a atteint son but. Nous en arrivons à notre deuxième extrait, situé page 20 de l'édition présentée. En effet, l'antérieur est toujours plus connaissable que le postérieur, et ce qui est meilleur, par nature, plus connaissable que ce qui est moins bon, car la science a pour objet le déterminer et l'ordonner plutôt que leur contraire, et les causes plutôt que les effets. Or, le bien est plus déterminé et ordonné que le mal, de même qu'un homme convenable est plus déterminé et ordonné qu'un homme qui a des défauts, car entre eux il y a nécessairement la même différence, et l'antérieur est plus cause que le postérieur, car si le premier est supprimé ce qui tient de lui sa substance. Les lignes sont supprimées si sont supprimés les nombres, les surfaces le sont aussi si ce sont les lignes, les volumes si ce sont les surfaces, et ce que l'on appelle des syllabes si ce sont des lettres. Par conséquent, s'il est vrai que l'âme est meilleure que le corps,
En effet, elle est naturellement plus apte à gouverner, et que, pour le corps, il existe des arts et des sagesses, à savoir la médecine et la gymnastique, car nous tenons celles-ci pour des sciences et nous affirmons que certains les ont acquises, il est clair qu'il existe aussi, pour l'âme et les vertus de l'âme, un soin et un art, et que nous sommes capables de les apprendre, puisqu'il en existe également pour des réalités dont notre ignorance est plus grande et qui sont plus difficiles à connaître. L'antérieur est toujours plus connaissable que le postérieur. Ce qui vient avant est toujours plus connu que ce qui vient après. C'est un raisonnement logique. En travaillant sur ce qui vient en premier et ce qui est simple, on va pouvoir penser les choses plus complexes. On comprend d'abord ce qu'est le corps, puis on comprend qu'il bouge et qu'il y a une chose qui l'anime. On connaît donc l'âme en dernier. La nature engendre les choses petit à petit. Elle fait en sorte que nous connaissons les choses au fur et à mesure. Il y a quelque chose de progressif. C'est pour cela que la sagesse vient en dernier. Elle vient couronner le processus. C'est cette image que l'on conserve à l'époque contemporaine en instaurant la philosophie comme discipline reine, ressaisissant l'ensemble des connaissances à la fin du cursus scolaire. Attention, il ne faut pas confondre la chose qui est engendrée avant avec ce qui est meilleur. Ce qui est le meilleur est le plus connaissable. Or, on a vu que la meilleure chose est la sagesse, but ultime de l'homme, en tant qu'il est accompli. Il ne faut pas confondre ce qui vient avant et ce qui est abouti, car la science a pour objet le déterminé et l'ordonné plutôt que leur contraire, et les causes plutôt que les effets. Ce qui est déterminé est ce qui est circonscrit, ce que l'on peut isoler, étudier, etc. C'est ce qui permet d'ordonner, quel que soit l'ordre choisi et les différents assemblages. On peut construire des choses. Aristote précise que ce sont les causes qui sont l'objet de la science. Si on s'en arrête là, on peut se dire que le corps est antérieur. On le voit et on le sent avant l'âme. Ce n'est pas si simple. La cause qui nous permet de connaître le corps, c'est l'âme. Nous avons des sentiments, des sensations, etc. Ce sont des facultés de l'âme. Aristote renverse notre conception commune. On a tendance à croire que le corps vient avant l'âme. Mais non, on a une âme avant. C'est parce que l'on a une âme que l'on sait que l'on a un corps. Le corps va donc être un effet de l'âme. Comme l'âme anime quelque chose qui est le corps, elle nous permet de le percevoir, puis de l'analyser. Nous retrouvons le sens de ce qu'est un dogme. C'est un dogme qu'Aristote hérite de Platon, qui lui-même le tient de Pythagore. Selon ce dogme, l'âme existe hors de notre corps ou de la matière. L'âme, en intégrant la matière, va en faire un corps. Aristote va vite évoluer dans sa philosophie, mais il fallait soutenir cette thèse pour justifier l'idée que l'âme participe du divin et qu'elle est la meilleure chose que l'on ait. Le bien est plus déterminé et ordonné que le mal. De même qu'un homme convenable est plus déterminé et ordonné qu'un homme qui a des défauts. Ici, Aristote intègre le processus éthique dans un processus purement scientifique. Il fait de la sagesse quelque chose de scientifique. Aristote va repréciser que l'antérieur est plus cause que le postérieur, ce qui est logique. Pour avoir le 2, il faut un 1 après un autre 1. 1 plus 1 égale 2. Si j'enlève un 1, il n'y a pas de 2. Si je supprime l'antérieur, je ne peux pas avoir le postérieur. Si je supprime 1, je ne peux pas avoir 2. Aristote prend d'autres exemples dans le texte. Les lignes sont supprimées si sont supprimés les nombres. Les surfaces si sont supprimées les lignes. Je sors un peu du texte pour préciser qu'ici, Aristote se servait des cours de physique qui lui étaient professés à l'académie. Il y a d'autres exemples plus simples à comprendre si nous ne sommes pas physiciens. Il y a l'exemple du mot, et supprimer la syllabe si on supprime la lettre. Je ne peux pas dire bas si je supprime le A. Ce qui va suivre dans le texte découle du premier paragraphe. La méthode d'Aristote suit un processus scientifique avec une voie de conséquence. Nous restons dans l'intellectualisme de la sagesse, ce qui est permis par la précision de l'auteur avec l'homme convenable, meilleur que l'homme qui a des défauts. Cela signifie que si on veut contrer Aristote, on ne peut pas le faire ni sur l'éthique ni sur la morale, mais sur la science. Il y a un art de la rhétorique. Il y a un savoir construit. Si on ne suit pas la conclusion ou que l'on ne parvient pas à aboutir au même fait, cela veut dire que l'on a mal suivi, que l'on n'était pas entraîné ou concentré. Nous n'avons alors pas la science et il faut tout reprendre. Il s'agit de prouver par A plus B ce que nous devons faire dans nos propres argumentations. Tel élément entraîne un autre élément qui va aboutir nécessairement à sa conclusion. C'est une forme de syllogisme. S'il est vrai que l'âme est meilleure que le corps et que, pour le corps, il existe des arts et des sagesses, à savoir la médecine et la gymnastique, il est clair qu'il existe aussi, pour l'âme et les vertus de l'âme, un soin et un art, et que nous sommes capables de les apprendre. Il est à noter que l'on distingue corps et âme.
Mais il est aussi à noter que ce qui est bon pour le corps est décidé par l'âme, et non le corps lui-même. C'est le sens de l'existence des arts et des sagesses. Il existe des processus avec des règles que nous devons suivre, et il existe des connaissances. Pour le corps, il y a la médecine et la gymnastique. La médecine, c'est ce qui pense la santé du corps. La gymnastique va être l'art d'entraîner son corps. On voit que l'art, même concernant le corps, est une connaissance. On ne fait pas n'importe quoi avec son corps. À l'époque, il y avait des rituels avant d'entraîner son corps et avant de faire du sport. La médecine va conseiller tel régime alimentaire et la gymnastique va conseiller tel ou tel mouvement. Là, on peut dire qu'Aristote opère une analogie. Ce qui va être à l'image du corps va être à l'image de l'âme. S'il existe pour le corps un art et une sagesse, il doit aussi y avoir un art et une sagesse pour l'âme. Le plus important dans le cadre de cette thèse, c'est que ce sont des choses qui s'apprennent. On peut douter un peu de ce fait puisque ce n'est pas accessible pour l'homme du commun. Or, l'homme du commun a aussi un corps. Aristote se corrige en admettant des réalités dont notre ignorance est plus grande et donc qui sont plus difficiles à connaître. On sait comment fonctionne le corps, c'est ce qu'il y a de plus facile à connaître. Donc c'est une connaissance qui peut être acquise par l'homme du commun. Ensuite, il y a l'âme, qui est un peu plus compliquée. Les choses dont notre ignorance est plus grande et qui sont plus difficiles à connaître. Ce sont les éléments et processus internes à la sagesse. Les philosophes peuvent espérer l'atteindre, mais il ne faut pas exagérer, puisque au-dessus, il y a les divinités qui sont hors de notre champ. On sent bien qu'Aristote reste sur du concret, des choses que l'on peut appréhender, un corps et une âme. Ce sont des principes que tout le monde peut comprendre. On sait comment fonctionne un homme. On sait également qu'il y a des processus logiques. On doit comprendre que l'homme est ainsi ordonné pour que l'on puisse l'analyser. Cela nous mène à notre troisième extrait, page 30-31 de notre édition. Si donc l'homme est un animal simple et que sa substance est ordonnée conformément à la raison et à l'intelligence, son œuvre n'est rien d'autre que la vérité la plus exacte et le jugement vrai sur les êtres. Et s'il est composé de capacités multiples, il est clair que pour celui qui accomplit naturellement plusieurs choses, c'est toujours la meilleure de celles-ci qui est son œuvre propre. Par exemple, l'œuvre du médecin est la santé, et celle du timonier, la préservation du navire. Or, nous ne pouvons pas nommer de meilleure œuvre de la pensée ou de la partie pensante de notre âme que la vérité. La vérité est donc l'œuvre la plus souveraine de cette partie de l'âme. Cette œuvre, elle l'exécute généralement conformément à la science, plus précisément à ce qui est le plus la science. Or, l'accomplissement le plus souverain de celle-ci est la contemplation. En effet, quand de deux choses qui existent, l'une est digne d'être choisie à cause de l'autre, est meilleure et plus digne de choix celle grâce à laquelle l'autre en est digne aussi. Par exemple, le plaisir est plus digne d'être choisi que les choses plaisantes, et la santé plus que les choses saines, car celles-ci sont dites productrices de celles-là. Or, en ce qui concerne la sagesse, que nous affirmons être la capacité de l'élément le plus souverain en nous, il n'y a rien qui soit plus digne de choix, quand on juge un état de l'âme comparativement à un autre. Car la partie cognitive, qu'elle soit séparée ou en composition avec les autres parties, est meilleure que l'âme tout entière, et la science, qui est la sienne, est vertu. Il est à noter qu'Aristote utilise régulièrement le conditionnel. C'est une démarche scientifique choisie. Il y a des hypothèses et il va les tester. Si donc l'homme est un animal simple et que sa substance est ordonnée conformément à la raison et à l'intelligence, son œuvre n'est rien d'autre que la vérité. Ici, il n'est pas précisé ce qu'est un animal simple. Un animal est un être non végétal qui est animé de façon à pouvoir se déplacer. Simple signifie que cet animal n'a pas de relation à autre chose, qui ne dépend pas d'autre chose. L'homme, pour être homme, n'a pas besoin d'autre chose que lui-même. La substance est à comprendre à un degré simple. C'est ce qui va constituer notre essence. C'est le substrat qui va accueillir les qualités qui nous permettent de nous qualifier d'homme. Toutes les qualités de l'homme sont ordonnées conformément à la raison et à l'intelligence. Si le corps de l'homme est dirigé par l'âme, il n'a pas d'autre objectif que le vrai. L'œuvre est en lien à l'accomplissement, avec le ce en vue de quoi nous aurions été engendrés. La vérité, c'est ce qui n'est pas faux, c'est ce qui est conforme à la logique. Attention au lien entre vérité et réalité. Il y a des choses réelles qui ne sont pas forcément vraies, comme les hallucinations qu'Aristote a pu reprendre comme objet dans le traité de l'âme. Il y a des choses vraies qui n'ont pas forcément de réalité concrète, comme les sciences abstraites, objets de la métaphysique. Aristote n'est pas naïf. On a parlé de l'homme simple, mais ce n'est pas si simple.
L'homme est composé de multiples capacités. Il est clair que celui qui accomplit naturellement plusieurs choses, c'est toujours la meilleure de celles-ci qui est son œuvre propre. C'est ce qui permet une hiérarchisation entre les êtres vivants et entre les hommes eux-mêmes. Puisque l'homme est un animal simple, il a des fonctions comme le mouvement, la nutrition, la reproduction, la croissance, etc. Mais contrairement aux animaux, l'homme peut faire d'autres choses, et ce sont ces choses qui sont le propre de l'homme. Aristote va faire des hiérarchies entre les hommes. L'œuvre propre du médecin, c'est la santé. L'œuvre propre du timonier, c'est le navire. On ne confie pas la santé au timonier, et on ne confie pas le navire au médecin. Les hommes ont des capacités différentes, et ils ont des choses qui leur sont propres et qui les caractérisent. Ainsi, ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est l'âme qui va donner à l'homme la capacité de raisonner et d'être sage. L'aboutissement de l'âme, c'est la vérité, œuvre la plus souveraine. Aristote semble se concentrer sur la partie dirigeante de notre âme, qui, elle, a d'autres parties. Il y a l'âme qui nous fait grandir, celle qui permet la nutrition, etc. Et il y a l'âme qui nous permet la science, la connaissance et donc l'accès à la vérité. Plutôt nous rend aptes à ce qui est le plus la science. Il y a donc plusieurs formes d'accomplissement qui sont justifiées par des activités différentes. Ici, l'activité dont il est question, c'est la contemplation, qui a pour objectif la sagesse. C'est ce qui est digne d'être choisi. En effet, quand de deux choses existent, l'une est digne d'être choisie à cause de l'autre, est meilleure et plus digne de choix, celle grâce à laquelle l'autre est digne aussi. Cela paraît peu évident. Aristote prend donc l'exemple du plaisir qui serait plus digne d'être choisi que la chose plaisante. De même, la santé est plus digne d'être choisie que la chose saine. On doit toujours choisir ce qui est le meilleur. On sait que la santé est meilleure que la chose saine, parce que la chose saine produit la santé. On peut prendre le slogan « Pour votre santé, mangez 5 fruits et légumes par jour ». Pour bien grandir, mange au moins 5 fruits et légumes par jour. Les choses saines sont les fruits et légumes. Ce que l'on choisit en mangeant les fruits et légumes, c'est la santé. N'oublions pas notre extrait sur l'antérieur et le postérieur. Le postérieur est la santé, mais est plus connaissable l'antérieur, qui est cause de ce qui est digne d'être choisi. On connaît les vertus des fruits, et c'est parce qu'on les connaît que l'on va les choisir pour la santé qui est meilleure. Nous en revenons au cœur du propos du protreptyque, avec la philosophie et la sagesse en tant que science. Pour Aristote, la sagesse est digne d'être choisie, rien n'est plus digne. Il écrit « Car la partie cognitive, qu'elle soit séparée ou en composition avec les autres parties, est meilleure que l'âme tout entière. Et la science qui est la sienne est vertu. » Il faut prendre garde aux synonymes employés par le traducteur du texte. Régulièrement, il est question de la partie pensante. Parfois, il est question de la partie cognitive. La partie cognitive est celle qui nous permet d'apprendre et d'analyser les choses. Elle nous permet d'atteindre la sagesse. Il faudrait utiliser uniquement la partie cognitive, parce que tout ce qui est pensé n'est pas de l'ordre de la construction du savoir. Si je pense à faire le ménage, je n'apprends rien et je n'analyse rien en tant que tel. Il faut être plus précis sur la dernière proposition de notre citation. La science qui est la sienne est vertu. La science qui est la sienne, donc à la partie cognitive, qui serait vertu. C'est-à-dire que la science est vertu. Chez Aristote, la vertu, c'est faire ce qui doit être fait comme cela doit être fait. La vertu est une règle de l'esprit, une règle de conduite. La partie cognitive va permettre de savoir ce qui doit être fait et comment cela doit se faire. Est en jeu ce qui va faire l'existence de l'homme, sa particularité. Cela nous mène à notre 4e extrait, page 36-37 de notre édition. Maintenant, l'œuvre unique ou principale de l'âme est de penser et de raisonner. Aussi est-il simple et facile pour tout le monde de faire le raisonnement suivant. Est plus vivant celui qui pense correctement, et plus que tout le monde celui qui émet les jugements les plus vrais. Mais celui-là, c'est celui qui exerce la sagesse et qui contemple en conformité avec la science la plus exacte. Aussi, est-ce à ce moment-là et à ces gens-là, à ceux qui exercent la sagesse et aux sages, qu'il faut attribuer la vie accomplie. Mais si, pour tout animal, la vie est exactement la même chose que l'existence, alors il est clair que c'est le sage qui, parmi tous, existera au plus haut point et le plus souverainement. Et, plus qu'à tout autre moment, quand il sera à l'œuvre et qu'il se trouvera contempler le plus connaissable des êtres. Au demeurant, l'opération accomplie et sans entrave a en elle-même sa jouissance, si bien que l'opération contemplative est la plus plaisante de toutes. Écrire est plus vivant celui qui pense correctement signifie que celui qui vit le mieux est celui qui utilise au mieux la partie pensante de l'âme, donc sa partie cognitive. Et plus que tout le monde celui qui émet les jugements les plus vrais,
signifie que vit encore mieux celui qui atteint la sagesse en produisant des jugements ou des opinions vraies, ce qui correspond à la fois à une certaine réalité et à un processus logique. Le plus vrai est à comprendre comme ce que sont les choses par essence. Pour être plus précis, il s'agit de revenir à la conception platonicienne des choses. Chaque chose possède une idée, c'est-à-dire un modèle qui va décrire ce que sont les choses. Pour atteindre ces choses vraies, il faut exercer la sagesse, donc contempler en conformité avec la science. Si on y parvient, cela veut dire que l'on arrive à accomplir ce que l'on est. Aristote reprend une comparaison avec l'animal. Mais si, pour tout animal, la vie est exactement la même chose que l'existence, alors il est clair que c'est le sage qui, parmi tous, existera au plus haut point. Le sage n'est pas celui qui existera au plus haut point parmi les animaux, mais parmi les hommes. C'est pour l'animal que la vie est la même chose que l'existence. L'animal a une âme limitée comparativement à l'homme. L'animal va déployer toutes ses capacités et, en le faisant, il vit et existe à la fois. Si on prend une conception biologique de la vie animale, qu'Aristote étudiera dans l'histoire des animaux, on se rend compte qu'à partir du moment où l'animal vit, cela veut dire qu'il utilise toutes les facultés de son âme. L'existence est limitée à l'accomplissement de la vie biologique, de ses instincts. Ainsi, le sage est celui qui existera au plus haut point parmi tous les hommes. Nous avons vu que tous les hommes ont différentes capacités. Tout homme n'est pas capable d'accéder à la sagesse. Pourtant, l'âme, à partir du moment où elle est chez l'homme, elle a des capacités. Mais elle ne se développe pas de la même manière chez tous les individus. La particularité qu'a le sage, c'est d'être capable d'exploiter toute la partie cognitive de son âme. Et comme il y parvient, il atteint la sagesse, et donc le but ultime de l'homme. Il accomplit ce en vue de quoi il a été engendré. C'est pour cela qu'il est plus vivant que les autres hommes, puisqu'il utilise plus de capacités de son âme. Quand il sera à l'œuvre et qu'il se trouvera contempler le plus connaissable des êtres. Le plus connaissable des êtres, c'est la divinité. Celui qui est capable de l'atteindre, c'est-à-dire de contempler l'harmonie naturelle, sera l'homme accompli. L'extrait s'achève sur une référence au plaisir. Au demeurant, l'opération accomplie et sans entrave a en elle-même sa jouissance. C'est bien que l'opération contemplative est la plus plaisante de toutes. C'est-à-dire qu'en contemplant, on prend du plaisir. C'est l'une des formes du bonheur chez le sage. De toutes les activités de l'âme et de l'homme, la contemplation, c'est-à-dire le fait d'observer et de suivre sa raison, est l'activité qui procure le plus de plaisir. Mais le plaisir n'est pas l'objectif de cette activité. L'objectif, c'est la sagesse, le savoir. Le plaisir s'ajoute et peut accompagner. Il n'est pas nécessaire. Le sage peut se passer du bonheur pour Aristote. C'est la différence qui existe entre l'invitation à la philosophie et les autres écrits de l'éthique. Il est temps de conclure le protreptique. Je vais lire les 2 derniers paragraphes situés page 42. Et parce que nous sommes capables de participer à cette capacité, la vie, bien que misérable et difficile par nature, a pourtant été arrangée assez finement pour que l'homme, comparé aux autres êtres, semble être un dieu, car l'intelligence est en nous le dieu, et encore, la vie mortelle a une part divine. Ainsi donc, il faut philosopher, ou bien s'en aller d'ici-bas, en disant adieu à la vie, puisque tout le reste paraît être un amas de futilité et de frivolité. Nous concluons sur une note positive. Nous sommes en vie malgré les difficultés que nous avons à nous maintenir en vie. L'homme est en difficulté à de nombreuses reprises. Il peut tomber malade, il a faim et soif, il a des désirs avec une force de conscience pour lutter contre. Il y a les autres animaux, les désastres naturels, etc. Malgré cela, l'homme a un avantage permis par la nature et la divinité. Notre faculté cognitive, c'est-à-dire l'âme. Cette sagesse permet à l'homme de se détacher des autres êtres et de se rapprocher de Dieu. Il y aurait ainsi une part de divin en l'homme. La sagesse est l'activité la plus parfaite. Comme l'homme doit préférer ce qui est excellent et meilleur, il doit abandonner le reste. Il faut donc philosopher ou dire adieu à la vie. Si nous ne philosophons pas, nous ne sommes plus des plus vivants. Nous serions des animaux. L'homme a vocation à être excellemment vivant. Ce qui ne participe pas de la sagesse est futile ou frivole. C'est l'une des rares injonctions éthiques et morales qu'Aristote adresse aux auditeurs de son protreptique. Nous en arrivons à la conclusion de la vidéo. Je vais faire le lien entre ce texte, Platon, Pythagore et le vieux Aristote. Le texte s'inspire beaucoup de Platon et de Pythagore, mais c'est aussi intéressant de faire le lien entre le texte et les 2 autres écrits éthiques d'Aristote, l'éthique à Eudème et l'éthique à Nicomaque. Je vais penser 3 points différents qui rapprochent le protreptique de Platon. Il y en a de nombreux autres. Le premier point est une citation du protreptique. Pratiquer la sagesse, donc, et contempler, voilà notre perfection,
et notre excellence propre. Cette valorisation de la philosophie et cette injonction à la sagesse sont typiquement platoniciennes. On peut prendre cette citation et la plaquer sur la quasi-totalité des dialogues de Platon. Pour ce dernier, l'objectif de l'homme est de se rapprocher du divin et tenter de contempler le ciel des idées, c'est-à-dire d'atteindre les vérités absolues, les choses par essence. Tout est lié aux idées, c'est pour cela que le platonisme est un idéalisme. Mais on peut apporter une critique. Même si l'homme doit pratiquer la sagesse, et même si la sagesse participe à la perfection de l'homme et à son excellence, ici Aristote est aussi en accord avec Platon sur le fait que l'homme n'exerce pas parfaitement la raison. Il ne sait pas le faire, c'est pour cela qu'il a besoin de guides, de philosophes et de maîtres à penser. C'est dans ce but que Platon a fondé l'Académie. C'est pour cela qu'Aristote a fondé le lycée. C'est pour cela que Platon a écrit des milliers de pages de dialogue. Et c'est pour cela qu'Aristote a écrit le Protreptique. Dernier élément d'inspiration platonicienne chez Aristote, c'est l'obsession de la philosophie et de la sagesse que l'on acquiert avec l'âge, même si Aristote défendra moins ardemment cette thèse plus tard. Pour Platon, c'est une évidence. Il y a une longue formation pour être élève dans l'académie. Il y a beaucoup de présupposés avant de pouvoir philosopher. Sur le fronton de l'académie était inscrit que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Avant de pouvoir faire de la philosophie, il fallait maîtriser les mathématiques. Se former aux mathématiques était long, et il fallait acquérir de l'expérience dans la vie intellectuelle. C'est pour cela qu'on devenait disciple de Platon entre 30 et 40 ans. On pouvait bien sûr assister à certains cours avant. L'académie n'était pas un lieu fermé, il y avait de nombreux dialogues. Être disciple impliquait simplement d'être proche du maître, et de faire ce que l'on peut appeler de la vraie philosophie. Platon s'est beaucoup inspiré de Pythagore, que l'on retrouve également dans le Protreptique. Il est cité à 2 reprises par Aristote. Il est cité au moment où on lui demande pourquoi la nature et la divinité nous ont engendrés. Et 2 paragraphes en dessous, Pythagore est de nouveau cité. Dès lors, conformément à ce raisonnement, Pythagore disait bellement que tout homme a été constitué par Dieu pour connaître et contempler. Mais quant à savoir si ce qui est à connaître est le cosmos ou bien quelque autre nature, c'est ce qu'il faudra sans doute examiner plus tard. Je vais divulgacher la chose. Pour Pythagore, il s'agit du cosmos. Le philosophe est aussi présent de manière implicite, par des citations que nous avons vues, par exemple dans la conclusion, car l'intelligence est en nous le Dieu, et la vie mortelle a une part divine. Ce sont des propos d'inspiration pythagoricienne. Nous ne connaissons pas les auteurs exacts, mais selon Jamblique, qui est un philosophe platonicien du IIIe siècle de notre ère, qui aura étudié le Protreptique, ces propos viendraient d'Hermotime ou d'Anaxagore, qui étaient respectivement prêtres et penseurs. L'idée qu'utiliser sa pensée fait de nous des êtres participants du divin se retrouve chez Pythagore. Je veux revenir sur l'idée de la nature du ciel, c'est-à-dire du cosmos chez Pythagore. Le cosmos est un terme grec qui signifie plusieurs choses, beauté, justice et harmonie. La nature est une harmonie. Tout élément a sa place et tout élément est en relation aux autres éléments. L'homme vit dans un système naturel qu'il doit respecter et avec lequel il doit être juste. Le ciel, c'est le modèle. Les dieux résident dans le ciel, dans lequel nous voyons aussi des astres, qui donnent le rythme du monde. C'est en contemplant quelque chose d'aussi parfait que le ciel que l'homme peut se perfectionner. Cette idée du divin sera peu à peu évacuée par Aristote dans ses autres écrits. Dans Éthique à Eudème, Aristote va abandonner l'idée que l'éthique se fonde uniquement sur la sagesse pour penser une action morale dirigée par Dieu. Il y a 10 ans qui séparent le Protreptique de l'Éthique à Eudème. Dans ce laps de temps, Aristote a fondé une école dans la cité de Mytilène, sur l'île de Lesbos. Ce n'est pas encore le lycée. L'Éthique à Eudème est un ensemble de cours proclamés. Eudème était l'un de ses élèves. Il s'agit de la première œuvre d'Aristote, où il est explicitement écrit que le but de l'existence, c'est le bonheur. Et c'est dans ce texte que seront pensés 2 domaines en philosophie, la philosophie théorétique et la philosophie pratique. La philosophie théorétique correspond aux thèses déjà présentes dans le Protreptique, et il y a encore des thèses platoniciennes. En revanche, est intégrée dans la philosophie pratique la partie désirante de l'âme, c'est-à-dire nos envies. C'est ce qui participe au bonheur et ce qui nous permet de créer une éthique. La connaissance seule ne suffit plus pour l'action. Il y a donc une évolution depuis le Protreptique. Néanmoins, il y a toujours une fin à atteindre, une chose en vue de quoi nous serions engendrés. La rupture est importante entre les textes. Il écrit « Le mot de Socrate est juste. Rien, dit-il, n'est supérieur à la sagesse. Mais qu'elle soit une science, comme il le prétend, voilà qui n'est pas juste. C'est une vertu et non une science, c'est-à-dire un autre genre de connaissance. » Ici, la vertu perd son statut de science.
l'éthique ne fait plus partie d'une science. Il y a une activité rationnelle de l'âme, mais il y a certaines de nos activités qui se passent de réflexion, qui sont plus intuitives, qui laissent place à de la chance, à des choses que l'homme ne peut pas gérer. C'est ce que l'homme rencontre dans ses interactions humaines, avec des questions éthiques et morales. Ces interactions, où il n'y a pas de science exacte, c'est ce qui permet de faire des choix. Ils sont l'aboutissement d'une réflexion par rapport à la partie irrationnelle de l'âme, à nos désirs par exemple. C'est à cette occasion que nous pouvons atteindre le bonheur. Le bonheur fait partie de l'éthique, c'est l'un des objectifs à atteindre. Les choix ne viennent pas de nulle part, ils sont rendus possibles par l'action de Dieu. Nous ne nous détachons pas de la thèse au fondement du protreptique qui nous conduit à penser à la part importante de l'intellect dans le cadre de la philosophie pratique. L'intellect participe du divin, mais va interagir avec notre partie irrationnelle. Le bonheur reste une complaisance que l'on retrouve en accompagnement de la raison. C'est avec l'éthique à Nicomaque que l'on rompt avec la vision platonicienne et avec le protreptique. L'éthique à Nicomaque, telle que nous la connaissons, est un ensemble de traités et de cours qui datent de 334 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 10 ans après Éthique à Eudème et 20 ans après le protreptique. Il y a des passages entiers de l'éthique à Nicomaque qui sont conformes à ce qui est dans Éthique à Eudème, ce qui nous montre qu'Aristote reprenait et retravaillait ses cours et ses thèses. Au niveau de l'enseignement à cette époque, Aristote a quitté Mytilène et est revenu à Athènes. Comme il était parti depuis longtemps et qu'il a rompu avec les thèses de Platon, il s'est dit qu'il n'allait peut-être pas retourner à l'académie. Il a donc créé le lycée. Dans ce dernier texte de l'éthique à Nicomaque, ce qui est nouveau, c'est qu'il rompt avec l'idée du divin. Dieu est relégué au rang d'objet de contemplation parmi d'autres. L'accomplissement de l'homme n'est plus la sagesse. L'homme n'est plus engendré en vue d'accomplir quelque chose de l'ordre d'user de toute sa partie cognitive. Aristote définit le bien suprême qui est le plus commun et recherché parmi les hommes. C'est le bonheur. Ce n'est plus une complaisance intellectuelle. Ce n'est pas un accompagnement de la raison. C'est ce qui nous mène à distinguer 3 types de bonheur qui vont définir 3 types d'hommes. C'est ce qu'Aristote va observer dans le sens commun et qu'il va rendre accessible au commun, notamment par le biais d'exercices oratoires. Aristote finit par permettre un certain accès à l'instruction. Il faut prendre en compte le maximum d'hommes et permettre au maximum d'hommes d'atteindre un même objectif, le bonheur. Les Grecs se sont rendus compte, entre toutes les guerres, toutes les difficultés économiques de leur temps, etc., c'est dans les périodes bienheureuses qu'il y avait le plus d'émulation intellectuelle, économique et politique, qu'il y avait quelque chose de positif. C'est que tout homme cherchait la paix et cherchait la même chose qu'était le plaisir et le bonheur. C'est qu'ainsi qu'Aristote, en tant que philosophe, va valoriser la philosophie en disant que c'est le meilleur moyen d'accéder à la science, d'être vertueux, et que c'est la forme la plus pure du bonheur. Il y a une activité contemplative réservée aux philosophes dont le but est le bonheur, et plus seulement Dieu ou la science. Il y aura un deuxième type d'homme, le citoyen, qui va être heureux quand il va recevoir des honneurs. C'est une mise en avant sur la scène politique. C'est un homme que l'on va solliciter pour parler devant les foules, etc. Et il y a le reste des hommes, le démos, la masse, relativement méprisé mais intégré. On en dit que le bonheur est très simple et réside dans la jouissance sensible. On mange bien, on boit bien, on fait la fête, et voilà. Il y a une hiérarchisation qu'on ne peut pas cacher. Mais Aristote est revenu à quelque chose de concret, à des éléments accessibles à tous les hommes, en faisant en sorte de mettre en avant le but de la vie, un but qui est commun à tout être humain, le bonheur. Merci pour votre écoute et à bientôt.